Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 22 octobre 2022 et je vais continuer ma visite de cet ouvrage René Guénon, La crise du monde moderne, écrit en 1946, enfin voilà, édité en 1946, euh, et qui en fait pointe du doigt la, la difficile communication, la difficile relation entre l'Orient et l'Occident. Alors, c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, dans laquelle il y a, entre autres, la paix universelle. Donc, la fin de ce conflit entre Orient et Occident, par exemple. ça, ça va avec. Euh, Évidemment, le monde a changé entre la fin de cette période et disons que la réflexion que René Guénon porte sur la, cette difficulté de relation entre l'Orient et l'Occident avait commencé dans les années 20 avec son premier ouvrage Orient-Occident. Et à mon sens, donc ça correspond bien à une période de l'humanité qui était encore basée sur la colonisation, etc. Donc une vision narcissique par l'Occident de l'Orient, une vision dominatrice, une vision voilà qui n'était pas horizontale, qui était verticale dans le relationnel. Euh, et cette vision, on peut dire que elle s'est sans doute atténuée, bien entendu, grâce aux médias, grâce à la télévision. On a de plus en plus une vision de plus en plus ouverte du monde oriental, des autres cultures, etc. Au moins, ça a été le cas pendant ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Il y avait quand même une ouverture sur ce monde-là qui tâchait de rentrer en relation, d'établir des relations de plus en plus saines avec le monde oriental, par exemple, pour l'Occident. Mais on se rend compte aussi que depuis l'avènement du néolibéralisme, on dirait que des néocoloniaux ont repris le pouvoir, des néo-machistes, des néo-dominants ont repris le pouvoir en Occident et ont décidé qu'il fallait de nouveaux ennemis, comme le communisme était tombé du côté russe, il fallait retrouver une sorte d'ennemi pour conjurer notre agressivité, notre violence, et on l'a retrouvé avec l'Orient. Donc il y a un problème on a un problème avec l'Occident, a un problème avec le reste des autres cultures du monde, des autres civilisations. Il faut le reconnaître. On a une vision qui est complètement occidentalocentriste. C'est ce que j'écris sur la mécanique universelle depuis longtemps. Mais cette vision, elle est exacerbée depuis
que le néolibéralisme est devenu tout puissant. Depuis qu'il a flingué son opposant, le communisme, le libéralisme est devenu ultralibéralisme, et en plus, à mon sens, c'est lui qui est en train de tuer le libéralisme. L'excès, par son excès, par ses excès, il est en train de démonter, de démolir le, le libéralisme. Et donc, oblige la société humaine à appeler notre modèle, parce que s'il est devenu insupportable, quoi. Hein. Voilà, et de partout dans le monde. Alors, bien entendu, il arrive à maîtriser la contestation, que ça soit à New York ou en Europe. Ce système néolibéral a durci son autorité et est parvenu à museler le système. Mais voilà, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Ça va maintenir les choses un petit moment, mais voilà, sa, sa finalité est claire. On va vers un changement de modèle, même si ça prendra 20, 30 ou 40 ans. Mais en tout cas, le modèle va être obligé de changer parce qu'il est sourd à un changement paisible. Il devra changer de façon beaucoup plus dure. Voilà. Donc, je vais continuer ma lecture de cet ouvrage qui me semble très intéressant en fait. Alors je découvre en même temps que je lis, la plupart du temps. Donc là, c'est le premier chapitre, l'âge sombre. C'est voilà, en lien avec l'idée que l'humanité, dans son évolution, traverse plusieurs âges. L'âge de fer, l'âge d'airain, etc., l'âge d'or, pour arriver à l'âge d'or. Voilà. Alors, au VIe siècle avant l'ère chrétienne, il se produisit, quelle qu'en ait été la cause, des changements considérables chez presque tous les peuples. Ces changements présentèrent d'ailleurs des caractères différents suivant les pays. Et c'est étonnant, oui, cette période du VIe siècle, donc 500, 600, 700 avant Jésus-Christ, jusqu'à la période de la naissance de la philosophie, un petit peu partout dans le monde, il y a des grands bouleversements spirituels. L'arrivée du bouddhisme, etc. Bon, je continue ma lecture. Dans certains cas, ce fut une réadaptation de la tradition à des conditions autres que celles qui avaient existé antérieurement, réadaptation qui s'accomplit en un sens rigoureusement orthodoxe. C'est ce qui a eu lieu notamment en Chine, où la doctrine primitivement constituée en un ensemble unique fut alors divisée en deux parties nettement distinctes. En Chine, alors, le taoïsme, réservé à une élite, et comprenant la métaphysique pure et les sciences traditionnelles d'ordre proprement spéculatif, le confucianisme, commun à tous sans distinction, et ayant pour domaine les applications pratiques et principalement sociales. Chez les Perses, il semble qu'il y ait eu également une réadaptation du mazdéisme, car cette époque fut celle du dernier Zoroastre. Alors, petit 1. Il faut remarquer que le nom de Zoroastre désigne en réalité non un personnage particulier, mais une fonction, à la fois prophétique et législatrice. Il y eut plusieurs Zoroastres qui vécurent à des époques fort différentes, et il est même vraisemblable que cette fonction dut avoir un caractère collectif, de même que celle de Vyasa dans l'Inde, et de même aussi que en Égypte, ce qui fut attribué à Thoth ou Hermès représente l'œuvre de toute la classe sacerdotale. Donc voilà, pour Zoroastre. Dans l'Inde, on vit naître alors le bouddhisme qui,
quel qu'ait été d'ailleurs son caractère originel, devait aboutir au contraire, tout au moins dans certaines de ses branches, à une révolte contre l'esprit traditionnel, allant jusqu'à la négation de toute autorité, jusqu'à une véritable anarchie, au sens étymologique d'absence de principe, dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre social. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on ne trouve dans l'Inde aucun monument remontant au-delà de cette époque. Et les orientalistes, qui veulent tout faire commencer au bouddhisme, dont ils exagèrent singulièrement l'importance, ont essayé de tirer parti de cette constatation en faveur de leur thèse. L'explication du fait est cependant bien simple. C'est que toutes les constructions antérieures étaient en bois, de sorte qu'elles ont naturellement disparu sans laisser de traces. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un tel changement dans le monde de construction correspond nécessairement à une modification profonde des conditions générales d'existence du peuple chez qui il s'est produit. En nous rapprochant de l'Occident, nous voyons que la même époque fut, chez les Juifs, celle de la captivité de Babylone. Et ce qui est peut-être un des faits les plus étonnants qu'on ait à constater, c'est qu'une courte période de 70 ans fut suffisante pour leur faire perdre jusqu'à leur écriture. Puisqu'ils durent ensuite reconstituer les livres sacrés avec des caractères tout autres que ceux qui avaient été en usage jusqu'alors. Ah ben ça, je ne savais pas. C'est incroyable. Donc ils ont dû construire une nouvelle écriture. C'est quand même assez incroyable dans l'évolution de l'humanité. On pourrait citer encore bien d'autres événements se rapportant à peu près à la même date. Nous noterons seulement que ce fut pour Rome le commencement de la période proprement historique, succédant à l'époque légendaire des rois, et qu'on sait aussi, quoique d'une façon un peu vague, qu'il y eut alors d'importants mouvements chez les peuples celtiques. Mais sans y insister davantage, nous en arriverons à ce qui concerne la Grèce. Là également, le VIe siècle fut le point de départ de la civilisation dite classique, la seule à laquelle les modernes reconnaissent le caractère historique, et tout ce qui précède est assez mal connu pour être traité de légendaire, bien que les découvertes archéologiques récentes ne permettent plus de douter que, du moins, il y eut là une civilisation très réelle. Et nous avons quelques raisons de penser que cette première civilisation hellénique fut beaucoup plus intéressante intellectuellement que celle qui l'a suivie, et que leurs rapports ne sont pas sans offrir quelque analogie avec ceux qui existent entre l'Europe au Moyen Âge et l'Europe moderne. Cependant, il convient de remarquer que la scission ne fut pas aussi radicale que dans ce dernier cas, car il y eut au moins partiellement une réadaptation effectuée dans l'ordre traditionnel, principalement dans le domaine des mystères. Et il faut y rattacher le pythagorisme, qui fut surtout, sous une forme nouvelle, une restauration de l'orphisme antérieur, et dont les liens évidents avec le culte delphique de l'Apollon hyperboréen permettent même d'envisager une filiation continue et régulière avec l'une des plus anciennes traditions de l'humanité. Mais d'autre part, on vit bientôt apparaître quelque chose dont on n'avait encore eu aucun exemple et qui devait par la suite exercer une influence néfaste sur tout le monde occidental. Nous voulons parler de ce mode spécial de pensée qui prit
et garda le nom de philosophie. Et ce point est assez important pour que nous nous y arrêtions quelques instants. Alors, c'est là où c'est quand même assez incroyable, parce que il parle de l'arrivée de la philosophie comme quelque chose de néfaste. Alors, c'est compréhensible sa façon de penser. Simplement, voilà. Et je remercie la mécanique universelle de m'avoir permis d'imaginer ça. En définitive, même ce qu'on pense négatif dans un système, une fois qu'il a été réalisé, devait se réaliser ainsi. Donc, l'arrivée de la philosophie, qui est effectivement une mise à distance progressive des valeurs fondamentales de la société humaine, qui avait cours avant, c'est-à-dire, par exemple, là il parle de l'orphisme, il parle des mystères du pythagorisme. Autrement dit, l'expérimentation du divin, l'expérience faite du divin, qui se faisait alors en Occident, qui était quelque chose qui était recherché, cet état d'extase en définitive. Et que les spiritualités encore traditionnelles, comme l'hindouisme, l'islam, continuent à rechercher cet état-là. Eh bien, la philosophie l'a un peu mis à distance progressivement et a commencé à faire rentrer le matérialisme, la logique pure et dure, la vision mathématique de l'humanité et intellectualisée, donc en mettant de côté le côté spirituel qui, avant, était mélangé avec la pensée. Il y avait la pensée et le spirituel étaient ensemble. À partir de la philosophie, le spirituel est parti d'un côté, la science d'un autre. Et la philosophie, en fait, a essayé de faire la jonction entre les deux. Mais progressivement, elle a cherché à être de plus en plus logique, à être de moins en moins spiritualiste, de moins en moins adepte de l'inapparent. Elle s'est contentée de rentrer d'analyser les choses, voilà, on pourrait dire phénoménologiquement. Elle s'est avancée vers la phénoménologie, vers le phénomène, ce qui est constatable. Ce qui ne l'est pas, on ne s'en occupe pas. Et là, c'est là où il y a une scission, effectivement. C'est là où l'Occident, en partant sur cette base-là, s'est déconnecté de la possibilité de communiquer correctement avec l'Orient, qui gardait ses traditions, en fait, qui gardait cette proximité avec le spirituel et l'inapparent, vers les choses, vers le mystique, en somme. Et en fait, l'Occident a pris le pouvoir progressivement et a essayé, depuis tout le temps, d'amener l'Orient à ses propres convictions. Par bonheur, l'Orient a résisté. Et en fait, ce qu'on rencontre aujourd'hui comme antagonisme entre l'Orient et l'Occident, c'est la résistance de l'Orient à préserver sa spiritualité, à préserver la place de sa spiritualité dans son état d'esprit, en fait. Et c'est là où on rentre dans la complexité, parce que, évidemment, l'Occident avait raison de mettre à distance le religieux, le spirituel, l'inapparent, ce côté-là, pour pouvoir devenir de plus en plus
pour progresser dans la physique, dans les sciences qui sont compliquées, quoi. Hein. En enlevant le mystique, en écartant le religieux, en l'empêchant d'interférer dans le scientifique, comme on l'a vu avec, par exemple, à l'époque de Galilée, le religieux interférait dans le scientifique et freinait, mine de rien, l'évolution scientifique de l'humanité. Donc l'Occident a dû prendre en charge cette vision, euh, cette vision pragmatique de l'humanité. Donc il avait raison dans un sens. Et l'Orient avait raison de préserver sa spiritualité, de rester spirituel, de rester au contact de la spiritualité, au contact de l'idée de Dieu, du divin, de quelque chose qui est au-dessus de lui. Donc, les deux ont raison en réalité. Et donc, on devrait dépasser, si on était un petit peu intelligent, si on arrivait à évoluer au niveau de notre conscience, on devrait pouvoir communiquer sans cette agressivité, sans cette violence qui est devenue, qui s'est étendue totalement. C'est-à-dire que l'Occident ne cause plus à l'Orient, parce qu'il le considère comme que du spirituel, que du religieux. Et donc, on se bagarre contre lui, on ne veut pas qu'il. Voilà, on essaye d'écraser toute velléité de parler du spirituel. Et pareil du côté du spirituel, on repousse cet Occident qui vient là en disant, en essayant d'écraser le spirituel. Donc, c'est impossible de communiquer dans ce genre de choses. Donc, c'est extrêmement bien vu ce qu'a pensé René Guénon. Il y a une vision qui est extrêmement juste là-dedans. Donc, est-ce que maintenant, ce qui est intéressant à essayer de comprendre, c'est est-ce que maintenant, on peut devenir apte à comprendre ce mécanisme-là, à comprendre que l'Orient sait bien qu'il préserve le spirituel, il doit faire évoluer certaines choses, la liberté des femmes, etc. Beaucoup de choses doivent évoluer. L'Occident doit continuer sa quête pragmatique, scientifique, etc., laïque sur l'évolution, mais comprendre que le monde n'est pas aussi simple que ce qu'on voit. Il n'est pas aussi... voilà, qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte et que cette vision pragmatique qui ne veut pas imaginer un divin, d'autres formes d'existence que celles qui sont apparentes, conduit à l'absurde, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi on est posé sur cette planète si on ne comprend pas, si on ne va pas au-delà de cette réflexion. Donc, est-ce qu'il est possible de commencer à se raccorder entre Orient et Occident? Qu'est-ce qu'il se passe là, dans cette violence? Donc, je continue ma lecture. Le mot philosophie en lui-même peut assurément être pris en un sens fort légitime, qui fut sans doute son sens primitif, surtout s'il est vrai que, comme on le prétend, c'est Pythagore qui l'employa le premier. Et effectivement, Pythagore, donc, il était dans cet état de mystique. C'était un hyper mystique en réalité, en même temps qu'un scientifique. Voilà, il avait les deux pôles en réalité il était sur ses deux jambes en somme. C'est donc Pythagore qui l'employait le premier étymologiquement. Il ne signifie rien d'autre qu'amour de la sagesse.
Il désigne donc tout d'abord une disposition préalable requise pour parvenir à la sagesse. Donc c'est pas pour rien cette chose-là. La sagesse, c'est pas la physique quantique qui nous amène à la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qui est quand même lié au spirituel. C'est la sagesse, c'est la fin de l'ego, c'est la fin de donc c'est la contemplation, c'est toutes ces valeurs-là, c'est donc l'extase. Et voilà pourquoi la mécanique universelle fait une place aussi considérable à l'extase. Et il peut désigner aussi, par une extension toute naturelle, la recherche qui, naissant de cette disposition même, doit conduire à la connaissance. Voilà, alors oui, il faudrait être sur ses deux jambes. Qu'on puisse prendre conscience de la, de la sagesse au sens spirituel du terme et de la connaissance au sens pragmatique du terme, au sens logique du terme. Ce n'est donc qu'un stade préliminaire et préparatoire, un acheminement vers la sagesse, un degré correspondant à un état inférieur à celle-ci. Le rapport est ici à peu près le même que celui qui existe dans la doctrine taoïste entre l'état de l'homme doué et celui de l'homme transcendant, à un état inférieur à celle-ci. La déviation qui s'est produite ensuite a consisté à prendre ce degré transitoire pour le but même, à prétendre substituer la philosophie à la sagesse, ce qui implique l'oubli ou la méconnaissance de la véritable nature de cette dernière. La véritable nature de la sagesse, c'est l'extase. Et c'est vrai que c'est cet oubli qui a... mais il n'est pas aussi total que ça, cet oubli, parce qu'on le retrouve chez Spinoza, on le retrouve chez Hegel, on le retrouve chez un tas de philosophes en réalité. C'est ainsi que prit naissance ce que nous pouvons appeler la philosophie profane, c'est-à-dire une prétendue sagesse purement humaine, donc d'ordre simplement rationnel, prenant la place de la vraie sagesse traditionnelle, suprarationnelle et non humaine. Voilà exactement ce qui est. Et ce suprarationnel, ce non humain, ce non rationnel est aussi important à l'évolution de l'humanité que le rationnel, etc. Donc, l'Occident doit ramener près de lui du spirituel. C'est une nécessité majeure. Pourtant, je reprends ma lecture, il subsista encore quelque chose de celle-ci à travers toute l'Antiquité. Ce qui le prouve, c'est d'abord la persistance des mystères, alors les mystères, c'est les mystères au sens pythagoricien du terme, au sens orphique du terme. Donc les expériences extatiques, en somme, dont le caractère essentiellement initiatique ne saurait être contesté, et c'est aussi le fait que l'enseignement des philosophes eux-mêmes avait à la fois le plus souvent un côté exotérique et un côté ésotérique, ce dernier pouvant permettre le rattachement à un point de vue supérieur qui se manifeste d'ailleurs d'une façon très nette, quoique peut-être incomplète à certains égards, quelques siècles plus tard chez les Alexandrins. Pour que la philosophie profane fût définitivement constituée comme telle, il fallait que l'exotérisme seul demeurât et qu'on allât jusqu'à la négation pure et simple de tout ésotérisme. C'est précisément à quoi devait aboutir chez les modernes le mouvement commencé par les Grecs. Les tendances qui s'étaient alors déjà affirmées chez ceux-ci devaient être alors poussées jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes, et l'importance excessive qu'ils avaient accordée à la pensée rationnelle allait s'accentuer encore pour en arriver au rationalisme
attitude spécialement moderne qui consiste non plus même simplement à ignorer, mais à nier expressément tout ce qui est d'ordre suprarationnel. Mais n'anticipons pas davantage, car nous aurons à revenir sur ces conséquences et à en voir le développement dans une autre partie de notre exposé. Point. Et je vais m'arrêter là. Voilà la puissance de cette réflexion. Oui, là il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est que les philosophes contemporains là, qui parlent à la télévision, au moins pour cela, sont complètement déconnectés de ces visions-là. Ils ont le fait d'avoir enlevé l'ésotérisme et d'avoir conservé que l'exotérisme a rendu idiot cet Occident. Alors oui, on est très intelligent au niveau adaptatif, au niveau de l'adaptation de la société, ça c'est clair, il y a une intelligence redoutable. Mais on a perdu l'intelligence profonde. Et c'est ce qui fait que ces philosophes qui passent à la télévision sont, pour moi, mais vraiment, même s'ils ont une culture et des connaissances inouïes, ils n'ont pas d'intelligence philosophique. C'est évident quand on les écoute. Et c'est pitoyable parce qu'en plus, ils représentent en fait la connaissance supérieure normalement. Voilà, un peu d'esprit critique final. Bon, je vous remercie et on va continuer dans cette voie de René Guénon. C'est compliqué pour moi de m'exprimer, je manque beaucoup d'oxygène. Et donc ça me fait forcer comme un malade pour sortir ces mots, parce qu'en fait ils sortent que du haut de la gorge, là, pas du fond de la gorge, et donc c'est extrêmement pénible de m'exprimer. Mais voilà, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et ça me force un peu à crier comme ça, là, à forcer sur ma voix. Bon, merci de votre écoute. Et n'hésitez pas à mettre des pouces là, parce qu'apparemment, c'est bon pour faire venir des gens écouter ces vidéos. Si vous les trouvez intéressantes, j'y pense pas à vous le dire dès le début de mes interventions. Je vais essayer d'y penser la prochaine fois. Voilà. Merci de votre écoute. À bientôt.